Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc je pense qu'on peut commencer, si Romain me fait un signe de la tête. C'est bon. Alors, laissez-moi commencer par un nombre. 42. 42. Non, je ne suis pas en train de parler de l'école qui a été fondée par Xavier Niel et Nicolas Sadirac. Je parle de 42%. Alors je vous vois venir, non, c'est pas non plus le pourcentage de victoire de l'équipe de France de rugby sur l'Angleterre suite au match de ce week-end. Non, je parle de 42% de réduction. C'est presque la moitié de la réduction du montant de fraude subie par un grand e-commerçant dans la mode, client de Netrust, grâce à l'utilisation d'algorithmes de machine learning dans la détection de fraude. Je m'appelle Arnaud, je suis data scientist chez LinkValue et j'aime tout particulièrement quand le machine learning vient vraiment répondre à une frustration historiquement connue telle que la fraude dans le e-commerce. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, je suis responsable du pôle data chez Netrust et ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans le domaine de la fraude. Nous allons vous montrer avec Arnaud comment nous avons fait pour réduire de quasiment de moitié le taux d'impayé sur notre gros e-commerçant dans le domaine de la mode. Alors, Netrust est une marque toute nouvelle. Elle est sortie en janvier 2018. C'est le fruit de la fusion entre Fianet et Onetech, qui fait d'Netrust le leader français du domaine de la fraude. Alors nous travaillons également fortement dans le domaine de l'enrichissement des données afin d'améliorer en permanence nos modèles. Et nous avons également mis au point une empreinte machine donc, qui permet de calculer un numéro identifiant pour vos ordinateurs, vos téléphones afin de les identifier. Et nous travaillons aussi sur le comportement du client sur les sites internet. L'ensemble de ces produits nous permet de créer un véritable profilage digital des clients afin de faciliter leur parcours sur les sites internet. Enfin, nous travaillons également sur le contrôle documentaire, donc l'automatisation de l'identification et de l'authentification des clients sur les sites internet, toujours dans l'optique de faciliter le parcours des clients sur internet. Pour ma part, moi je suis, comme je vous le disais, data scientist chez LinkValue. LinkValue, c'est une société qui est basée à la fois à Lille, Paris et Lyon et qui regroupe des data scientists, donc, mais aussi des développeurs web, des développeurs mobiles, des designers, des data engineers. Et l'objectif de tout ce collectif d'experts techniques, c'est d'accélérer, de permettre à nos clients d'accélérer leurs projets numériques, donc aussi bien sur le renforcement de leurs équipes en interne que sur le lancement d'initiatives que peuvent avoir nos clients. Et par rapport à la data, notre ADN chez LinkValue, c'est vraiment de permettre à nos clients de mettre la data au service de leurs clients. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on a voulu et on a été amené à travailler avec Netrust pour mettre en place, développer et implémenter et déployer des modèles de machine learning dans le but d'accélérer en fait leur process de détection de fraude dans le e-commerce, mais aussi et surtout de pouvoir améliorer leur performance. Alors le use case que nous allons vous présenter aujourd'hui est le cas d'un gros e-commerçant international dans le domaine de la mode et donc sur la partie détection de fraude en France. Alors quand on parle de fraude dans le e-commerce, qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, il faut savoir qu'un paiement est déclaré frauduleux à partir du moment où il a été contesté par le porteur du paiement. Donc, quand on parle de carte bancaire, par exemple, on peut avoir le cas où on peut penser assez facilement, mais qui en fait est très rare, le cas où on se fait voler sa carte bancaire. On se fait voler sa carte bancaire, on ne s'en rend pas compte, et quelqu'un va passer commande sur Internet avec notre carte. Le cas le plus fréquent est ce qu'on appelle les usurpations de cartes. C'est-à-dire que votre numéro de carte bancaire a été récupéré, très souvent par du phishing, et vendu sur Internet, sur le Darknet, pour 5 € par exemple, vous avez un numéro de carte bancaire française. Donc c'est très simple et très peu coûteux de frauder sur Internet. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle impayé, c'est les fraudes qui ont été subies par le e-commerçant. Ça n'a rien à voir avec des impayés sur du crédit par exemple. Et donc devant l'argent qui a été perdu par le site e-commerce, lui il faut qu'il se protège. Donc il y a une manière très simple de ne plus avoir du tout de fraude. Est-ce que quelqu'un la connaît? Non. Alors la manière la plus simple et unique, c'est d'arrêter de vendre.
Vous ne vendez pas, vous n'avez pas de fraude. C'est simple. Alors ici, ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Donc, il reste deux solutions aux e-commerçants. Soit il s'équipe en interne, c'est-à-dire qu'il doit monter une solution de détection de fraude en interne, ce qui peut être coûteux et qui nécessite de la connaissance et des bras. Ou alors, il peut s'équiper d'une solution externe de détection de fraude, comme HoneyTrust. Alors, concrètement, qu'est-ce que fait HoneyTrust? On va recevoir de la part du e-commerçant 100% de ses commandes en temps réel. Ils vont nous fournir les informations du client, donc son identité, ses coordonnées, son adresse, les informations du panier qui a été commandé, pour quel montant, les informations de livraison, où est-ce qu'il se fait livrer, à quelle vitesse, par quel type de livraison, c'est-à-dire un point relais, en magasin, une adresse physique. Et ils vont aussi nous envoyer tout ce qui est les informations du paiement, donc le numéro de carte hachée, qui va nous permettre d'identifier des vélocités sur la carte bancaire, et aussi le BIN de la carte avec lequel on peut récupérer la banque, le pays, le type de carte. Nous, on va récupérer toutes ces données et on va les enrichir, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, à partir d'un mail, on va pouvoir savoir s'il est actif, sur combien de réseaux sociaux ce mail est présent, depuis quand ce mail existe. Et ça, c'est des données qui vont nous être précieuses dans nos modèles de détection de fraude. Alors, HoneyTrust va rendre pour chaque commande au e-commerçant une note de confiance. Donc c'est le modèle dont on parle. Il va rendre au marchand une note comprise entre 0 et 100, qui va lui permettre d'accepter automatiquement et sans friction la majorité des commandes, et qui va aussi lui permettre de vérifier les commandes les plus à risque. Et donc, on est là-dessus sur ce qu'on appelle les enquêtes. Nous, notre objectif, c'est de réduire au maximum le taux d'enquête. Pourquoi? Parce que c'est un coût humain. Il faut savoir que c'est une personne qui va passer sur chaque dossier pour contrôler si la commande est bien effectuée par le porteur de la carte. Mais aussi, c'est une gêne client très importante. C'est-à-dire qu'il peut recevoir un appel de notre part pour vérifier ses coordonnées. Et on peut aussi être amené, dans les cas les plus extrêmes, à lui demander un justificatif d'identité ou un justificatif de domicile. Donc c'est quelque chose qui est très bloquant, très gênant, notamment dans l'e-commerce. Donc nous, notre objectif, c'est de le réduire au maximum. Alors, afin d'optimiser donc le taux d'impayé et le taux d'enquête, qui sont nos deux principaux KPI dans le domaine de la fraude, on a décidé de faire des POC, d'approcher le machine learning par le biais de POC, avec des solutions expertes dans le domaine. Alors on a fait 2 POC, et il s'est avéré qu'ils étaient inefficaces. Alors pourquoi ils étaient inefficaces? On a eu des performances des modèles qui étaient faibles, qui étaient même bizarrement moins bonnes que les modèles que nous avions en interne, qui étaient basés sur des règles et sur des régressions logistiques très simples. Le deuxième point, c'était que les modèles étaient instables. Au cours du temps, la performance du modèle diminuait très fortement. Et enfin, les modèles qui nous étaient fournis étaient pour nous des black box. On ne savait pas du tout quelles variables étaient prises en compte dans les modèles. Et le réentraînement des modèles était très complexe. Donc c'est fort de cette expérience de POC ratée qu'on a décidé d'aborder le machine learning avec une value qui nous a permis de mettre en interne l'expérience de data scientist, la connaissance de data scientist. Et donc c'est dans ce cas que Arnaud, ici présent, a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe métier qui modélise chez HoneyTrust et également avec l'équipe technique pour toute la partie mise en production. Et c'est donc avec Arnaud que nous avons fait le choix d'utiliser DataIQ, notamment pour cet aspect collaboratif et de facilité de mise en production. Oui, tout à fait Thibaut. Donc, la plateforme DataIQ a cette qualité d'être une plateforme avant tout de collaboration, dans la coopération des équipes, comme vient de le dire Thibaut, mais aussi et surtout, c'était important pour nous, un aspect très pratique de la gestion de projet. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point ici? Parce qu'il faut comprendre que HoneyTrust n'a pas qu'une seule typologie de clients. Les e-commerçants avec qui travaille HoneyTrust vont être présents dans différents domaines. Et donc, qui dit différentes typologies de clients, dit aussi différentes modélisations de la fraude. Donc il était impensable de vouloir essayer de modéliser la fraude avec un modèle générique d'une seule et même manière
et d'appliquer juste ce modèle, ce méga modèle à tous les différents clients parce qu'on savait en avance que ça n'allait pas marcher. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé une structure de gestion de projet comme vous la voyez ici et comme l'a montré d'autres acteurs précédemment, une structure arborescente où on a à gauche en fait un premier projet racine qui va nous permettre de gérer les données de manière commune. Parce que typologie différente de clients ne veut pas dire que tout est différent d'un client à l'autre. Ça reste des transactions d'un client à l'autre et dans une transaction, on retrouve toujours le mode de paiement, des adresses de livraison, etc. Et donc, ces méthodes de transformation communes, on va avoir un premier projet racine qui récupère tous les flux de données de nos clients et qui applique les transformations communes. Ensuite, il va dispatcher cette donnée à travers les différents projets que vous voyez sur la droite de l'écran qui correspondent aux différentes typologies de clients qu'on va traiter. Et donc pour vous donner un peu d'exemple, on a des choses aussi variées que des opérateurs télécoms, des commerçants dans la mode, comme le cas qu'on présente ici, mais aussi dans l'high-tech, etc. On va rentrer un peu plus en détail au sein d'un projet de cette typologie de clients, mais avant ça, il y a un dernier point sur lequel je voulais insister sur les avantages de l'outil, c'est sur sa gestion de la diversité. Diversité à la fois dans la donnée, parce qu'on avait plusieurs types de bases de données à aller connecter et on a pu le faire assez facilement avec l'outil. Diversité, bien sûr, comme tout data scientist le sait, dans la typologie de données à utiliser, du texte, des valeurs numériques, des dates, de la géolocalisation, etc. Mais aussi, et là c'est le cas particulier de Netrust, une diversité dans la gestion des sites géographiques, parce que comme l'a dit Thibaut, Netrust est né de la fusion de Fianet, qui est une base historiquement basée à Paris, qui a des équipes à Paris, et d'Onetech, qui est basée à Lille. Et donc, avec ces équipes à Lille, il fallait un projet collaboratif, une plateforme collaborative pour faire converger le travail des deux équipes situées à deux endroits. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer un peu plus dans le détail du projet qui nous intéresse. Et donc ici, on est à l'intérieur du projet pour notre client, dans la mode. Donc un flux qu'on peut retrouver assez classiquement sur DSS, le Data Science Studio de Dataiku. Et ici, on voit deux des trois étapes sur lesquelles je vais vouloir insister pendant cette présentation, que sont le feature engineering et la modélisation. Donc sur la gauche, vous avez la connexion aux données. Donc en haut à gauche, en noir, sur le carré noir, c'est la récupération des données sorties du projet Racine, donc des premières transformations génériques, qu'on filtre pour notre cas précis, ici. Et en plus de ça, on vient brancher d'autres données qui vont être spécifiques à notre cas d'usage. Ensuite, donc, toutes les recettes en jaune que vous voyez et les données qui sont sorties sont le fruit du feature engineering, de transformation de données qu'on va faire et qui nous amène à la partie de modélisation qu'on voit représentée par les icônes vertes sur le haut de l'écran. Donc ces deux étapes du process, je vais les reprendre. La première, donc, pour arriver à la modélisation et la mise en place du modèle dans le système de détection de fraude, c'est bien sûr le feature engineering. Donc ça, c'est assez classique. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que ça nous permet de travailler la donnée, de la préparer pour entraîner nos modèles par la suite. Je voulais juste préciser qu'en utilisant Dataiku, ça peut permettre aux data scientists d'aller plus vite sur des transformations usuelles ou sur l'enrichissement de données, comme par exemple l'utilisation de données INSEE à partir de données géographiques, l'utilisation de transformer des adresses IP en données géolocalisées, qui nous permettent après de calculer des distances, par exemple, entre une zone de livraison et l'adresse IP au moment de la commande. C'est des features super intéressantes, ça, pour le modèle. Donc tout ça, c'est fait à l'intérieur du projet. Ça nous amène donc à la deuxième étape du process de modélisation, où là, de la même manière, on va pouvoir benchmarker différents types de modèles, travailler sur les paramètres du modèle, optimiser les modèles, les comparer les uns avec les autres. Et à cette étape-là, qu'est-ce qu'on a fait? On mesure la performance du modèle. Mais cette mesure de la performance, il faut bien avoir en tête qu'elle est faite sur des données historiques. On est en train de faire du backtesting, ce qu'on appelle du backtesting. Donc on mesure la performance du modèle sur des données historiques, et après ce modèle, on aimerait bien le mettre en production et le faire travailler sur des données réelles. Et donc là, on arrive à la troisième étape, qui est au moins aussi importante que les deux premières, si ce n'est plus, qui va être l'étape de déploiement. Et l'étape de déploiement, en fait, on a défini un process clair avec Onetrust pour que ce soit fait de la manière la plus propre possible et qu'on soit sûr d'avoir un modèle en production qui soit performant, et aussi performant que les performances qu'on aurait pu mesurer sur les données historiques. Alors comment ça se passe? Une fois que sur la phase de backtesting, on a mesuré des performances qui sont au niveau de nos attentes, on va embarquer ce modèle dans un environnement de pré-production. On ne le passe pas directement en production, on le passe dans un environnement de pré-production. À quoi il sert cet environnement? Eh bien, tout simplement à éprouver le modèle sur les données en temps réel. Donc ce qui se passe,
c'est qu'on avait notre client qui utilisait déjà l'ancien modèle de règles qu'a évoqué Thibaut pour essayer de détecter la fraude. Donc on avait son flux de données. Ce qu'on fait, c'est qu'on duplique son flux de données, on le fait passer dans l'environnement de pré-production et on le fait passer à travers notre modèle de détection de fraude. À ce moment-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle de détection de fraude, il ne vient pas complètement remplacer le système de règles précédemment utilisé. Il vient de simplifier. En effet, on va utiliser beaucoup moins de règles parce que le modèle va réussir à modéliser pas mal de patterns et à avoir pas mal de patterns. Mais on va quand même continuer à utiliser certaines règles comme filet de sécurité. En effet, certaines règles, les analystes fraude savent à quel point elles peuvent être très précises pour détecter telle ou telle typologie de fraude. Ces règles, elles peuvent permettre aussi de répondre rapidement à une attaque de fraude. Ce qui peut arriver dans le e-commerce, c'est qu'il y a un réseau de fraude qui se met en place et que très rapidement, ils détectent une faille dans le système du e-commerçant et puis ils vont essayer d'attaquer le e-commerçant sur cette faille-là. Le modèle, à ce moment-là, il n'a pas le temps de réapprendre et pour contrecarrer cette attaque. Et donc, le système de règles vient donner le pouvoir aux analystes de contrecarrer l'attaque le plus rapidement possible. Donc si je reviens maintenant sur cette histoire de déploiement, on a ce modèle qui est intégré en pré-production et donc on peut tester en temps réel sur les données de notre client et en plus le comparer au système précédemment utilisé de toutes les règles et de régression logistique qu'on utilisait avant. Cette phase-là peut durer une semaine, 2 semaines en fonction des résultats qu'on attend et dès que les résultats sont au rendez-vous, eh bien on passe de la pré-production à la production qui est juste une copie de la pré-production. Une fois le modèle en production, on a notre client e-commerçant qui peut bénéficier du coup du modèle de machine learning encastré dans les règles et avec des performances bien meilleures. Toutes ces 3 étapes du process, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'avec l'utilisation de Dataiku, la collaboration des équipes, ça se fait super rapidement. Il ne faut pas compter plus d'1 mois entre le moment où on récupère le flux de données du e-commerçant et le moment où le modèle de machine learning de détection de fraude arrive en production. Donc c'est super rapide. Voilà, on a essayé avec Thibaut là, de vous donner vraiment une description du process bien établi qu'on a mis en place. Ce process, il nous permet donc d'être rapide, comme je viens de le dire, d'automatiser en plus la mise en place des modèles et d'améliorer les performances sur la détection de fraude. Alors voici les 2 KPI qu'on a évoqués tout à l'heure, donc le taux d'impayé et le taux d'enquête. Alors sur notre gros e-commerçant dans le domaine de la mode, nous avons réduit de 42% le taux d'impayé annuel entre 2017 et 2016, ce qui est vraiment énorme en termes de performance dans le domaine de la fraude. Et également, on a lié cette performance en taux d'impayé avec la réduction du taux d'enquête sur notamment ici la période des soldes d'été entre 2017 et 2016 de 44%. Donc c'est une période cruciale, notamment dans le domaine de la mode. Donc il faut bien avoir en tête que les 2 aspects, taux d'impayé et taux d'enquête, sont baissés. Parce que si on veut baisser les taux d'impayé, on peut simplement faire beaucoup d'enquêtes et du coup, oui, on n'a plus de fraude, mais on est hyper sécurisé et on va gêner le client. Donc nous, l'objectif, c'était d'avoir les 2 aspects simultanément qui sont réduits. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Donc si vous voulez nous contacter ultérieurement, vous avez nos coordonnées qui sont ici présentes à Arnaud et moi. Et pour ceux qui voudraient avoir une réponse tout de suite, on est disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.